Percival, avec la puissance qu'il ressent actuellement dans son corps, a l'impression qu'il ne lui serait pas difficile de se mesurer à un dragon. Cependant, en même temps, il oublie de surveiller son environnement et échappe de peu à l'un des pièges de Mélagalan. Heureusement, son camarade parvient à le détruire avant qu'il ne puisse attraper Percival, lui conseillant d'être plus prudent. Cela met en colère Mélagalan et la fait s'attaquer à lui à la place. Isolde a du mal à repousser les attaques dirigées contre elle, alors Percival intervient et l'emmène en sécurité. Cependant, elle refuse d'être touchée par quelqu'un d'autre que Tristan, alors elle se débat avec Percival, ce qui les met tous les deux presque en danger d'être touchés par une attaque de Mélagalan. Ils se séparent juste à temps pour esquiver l'attaque, et une fois que Isolde est de retour au sol, Percival envoie certains de ses mini-Percival pour l'aider à se battre. Cependant, seuls, ils ne parviennent pas à infliger beaucoup de dégâts à Mélagalan et sont rapidement détruits. Isolde a alors l'idée de les charger avec sa magie. Alors elle frappe les mini-Percival et les lance sur les bras de Mélagalan, ce qui les fait exploser et en détruit quelques-uns. Mélagalan a encore beaucoup de bras, alors Isolde finit par être submergée et projetée en arrière par les coups. Percival descend pour vérifier son état, mais elle dit que tout va bien et qu'ils doivent se concentrer sur Mélagalan. Celle-ci a déjà tendu un piège pour les retarder, donc dès que Mélagalan tombe dedans, une énorme explosion se produit et Percival en profite pour se rapprocher et frapper droit à la tête de Mélagalan. Les dommages causés font tomber Mélagalan à genoux, mais juste quand Percival pense que c'est fini, il se relève et utilise un sort de fureur, ce qui augmente généralement les capacités physiques de manière significative mais permet également d'attaquer les choses de manière irraisonnée. Cependant, puisqu'il est désormais fusionné avec Melascula, elle parvient à empêcher le corps de devenir fou. Percival essaie de les finir rapidement, mais grâce à leur augmentation de puissance, son épée n'est plus capable de percer l'armure. Il continue à frapper Mélagalan. Mais alors il a une expression de surprise sur son visage car Mélagalan a réussi à l'attraper. Il se fait étouffer et est presque tué encore une fois, mais juste avant que cela ne se produise, Isolde lance sa masse sur la tentacule et la détruit avec sa magie. Mélagalan pensait qu'il n'y avait aucun moyen que la magie d'Isolde puisse nuire à leur corps, mais cette tentacule est actuellement absente, donc ils avaient tort. La magie est créée en fonction de la connaissance, de la volonté et de l'expérience de l'utilisateur, et dans son cas, sa magie provient de son amour pour Tristan. Donc, si quelqu'un essaie de lui faire du mal, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour les arrêter. Mélagalan lui donne ensuite une gifle sur le visage qui, étrangement, ne la décapite pas instantanément mais la repousse. Ensuite, il s'approche d'elle en se moquant de ses paroles et sont sur le point de l'écraser à mort, mais au tout dernier moment, plutôt que de la laisser devenir une crêpe, Tristan intervient et sauve Isolde. Elle est heureuse de le revoir et Tristan se plaint du fait qu'elle se met toujours en danger pour l'aider. Mélagalan essaie également de l'attaquer, mais Tristan passe simplement à côté de l'attaque comme si de rien n'était. Il confie Isolde à Andric pour qu'il puisse soigner ses blessures pendant qu'il s'occupe de Mélagalan. Andric essaie d'arrêter Tristan puisqu'il ne peut pas combattre Mélagalan seul, alors Tristan lui dit de faire venir Lancelot dès que possible. Mélagalan commence à le ridiculiser parce qu'il pense qu'il a peur de combattre sans le renfort de ses amis, mais il ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Tristan utilise une seule main pour arracher la tête de Melascula du corps et corrige leur idée fausse. Car la seule raison pour laquelle il appelle Lancelot est de s'assurer qu'il ne perd pas le contrôle. La partie bas du corps essaie de l'attaquer, alors Tristan utilise une sphère d'énergie noire pour le neutraliser en un seul coup. Après cela, il détruit la tête de Melascula et les achève une fois pour toutes. Tout le monde est choqué par le niveau de puissance que Tristan vient de montrer, et même Gawain, qui est toujours minuscule, ne peut nier qu'il est vraiment fort, mais bien sûr, elle croit toujours qu'elle est plus forte alors qu'elle essaie désespérément de s'adapter. Il semblait que tout était réglé, mais alors le corps de Galan commence à réciter un dernier sort, et pendant qu'il le fait, des centaines de mains commencent à émerger du sol et à attraper tout le monde dans la région. Ce sont les mains des morts et elles essaient de tirer tout le monde dans l'au-delà. Tristan se tient là et laisse les bras l'envelopper, mais après qu'il libère sa magie et les repousse tous, les mains réalisent qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour toucher le petit-fils du roi des démons. Alors elles reculent toutes et retournent au monde souterrain maintenant que ce dernier sort de dernier recours a échoué. Tristan vole vers ce qu'il reste de Mélagalan et sans dire un mot, il commence à arracher le dernier morceau vivant de Melascula de la tête. Elle commence à crier de douleur et le supplie d'arrêter de la torturer, et étonnamment, Tristan accepte d'arrêter. Cependant, un instant plus tard, il arrache entièrement le corps, car il utilisait une technique très avancée appelée le mensonge. Il jette le corps de Melascula comme un déchet. Mais alors la partie de Galan recommence à attaquer et ne supporte pas le fait que Tristan le batte si facilement. Il continue de frapper sauvagement et rate chaque coup, mais alors Tristan contre-attaque et en un instant, Galan est tranché tellement de fois que son corps met une minute à réaliser qu'il a été tranché pour commencer. Galan s'effondre par terre et Tristan en profite pour monter sur lui et enfonce sa lame profondément dans son front encore et encore. C'est la douleur la plus atroce que Galan n'ait jamais ressentie. Il continue de poignarder Galan un peu plus, et alors que Melascula essaie de l'attaquer en traître, il l'évite simplement et lance son épée dans son visage avant de la planter dans la tête de Galan une dernière fois.
Percival pense que c'est beaucoup trop brutal pour Tristan, donc il lui demande de revenir à la normale maintenant que la bataille est gagnée. Cependant, Tristan lui ordonne de rester en arrière parce que ce n'est pas aussi simple que de revenir à la normale une fois qu'il utilise ses pouvoirs démoniaques. Il descend calmement du corps de Galant, mais alors tout le monde commence à entendre une voix résonner dans leur tête. C'est Arthur qui a regardé leur bataille de très près pour évaluer leurs capacités. Il les avait sous-estimés auparavant, mais maintenant qu'il sait ce dont ils sont capables, il voit qu'il s'était trompé. Des rochers commencent à voler dans les airs autour alors qu'Arthur s'adresse à Gawain et lui dit qu'elle a été une mauvaise fille en fuyant son père comme elle l'a fait. Donnie ne sait pas de quoi Arthur parle, alors Gawain explique qu'il est son oncle surprenant Donnie. Pendant qu'Anna aide aux efforts d'évacuation, quelques citoyens se rendent compte que les morceaux de pierre dans le ciel forment tous un escalier qui mène vers le ciel, alors ils restent là pour regarder malgré le danger évident. L'escalier atteint le ciel et une fois qu'il est complet, les nuages sombres s'écartent et Arthur lui-même commence à descendre. Il avait voulu les rencontrer en personne au moins une fois puisque ce sont les 4 chevaliers que la prophétie dit capables de le vaincre. Méliodas ressent la puissance magique d'Arthur, donc il ne peut plus rester assis à garder l'ancien roi et sa magie de vision future. Son fils est là-bas en train de se battre aussi, donc ce ne serait pas très paternel de le laisser tout gérer seul. En partant, il met Chion et Jade en charge de protéger ceux à l'intérieur de la pièce pendant son absence. À l'intérieur du donjon, Lancelot, qui réfléchit toujours à sa vie, ressent également le pouvoir d'Arthur, donc il va devoir mettre la profonde introspection de côté car il doit aussi agir. Sur un vaisseau à proximité, les chevaliers sacrés d'Arthur, qui se dirigent actuellement tous vers Lyonesse, ressentent également son pouvoir, y compris Pelgarde qui se détend dans la forêt pour le moment. En fait, son pouvoir est si grand qu'il atteint jusqu'à Gauther et même Auxerre, donc le pouvoir d'Arthur est sérieux. L'esprit de Percival est submergé par la rage à la vue d'Arthur, car c'est celui qu'Ironside sert et par procuration, il est la raison pour laquelle le grand-père de Percival a été tué. Il fonce sur Arthur et lui crie dessus pour avoir causé la mort de son grand-père, et Arthur réalise que Percival doit être le fils d'Ironside, mais il n'est pas venu ici pour le défier. Alors que Percival attaque, il l'envoie simplement au sol avec un minimum d'effort. Les mini-piles se chargeaient toujours vers Arthur, mais il réalise alors que si Percival a été si facilement repoussé, alors ils ne pourront rien faire pour arrêter Arthur, alors il change de plan et vole vers le bas pour créer un coussin pour que Percival atterrisse dessus. La raison pour laquelle Arthur est venu ici est parce qu'il veut tester ce que Tristan est vraiment capable de faire. Il est le fils du roi et de la reine de Lyonesse, donc il a sûrement quelque chose d'intéressant à montrer à Arthur. Tristan déploie ses ailes et s'envole dans les airs, jurant d'en finir avec Arthur ici et maintenant, et Arthur commente que Tristan est bien plus agressif que d'habitude. Donc il suppose que c'est à cause de son côté démoniaque. Tristan lui dit de se taire et fonce pour attaquer, mais tout comme avec Percival, dès qu'Arthur lève la main et invoque un bouclier, Tristan est soufflé en arrière avec tant de force qu'il s'écrase au sol et soulève un énorme nuage de poussière. Une fois la poussière retombée, il est clair que Tristan a été mis hors jeu, mais le reste des chevaliers reste plein d'espoir et prépare leurs armes pour se battre. Cependant, Arthur libère son pouvoir et a des dizaines d'armes dorées formées autour de lui, et la pression émanant de son trésor est suffisante pour empêcher tout le monde de bouger, sauf Gawain qui semble être complètement immunisé contre cela. Percival fait de son mieux pour avancer malgré tout, mais c'est comme si son corps refusait de faire un autre pas, donc tout ce qu'il peut faire, c'est crier le nom d'Arthur dans la frustration. Voilà le pouvoir du roi du chaos, et il se fait certainement sentir. Avec une voix puissante, le roi Arthur dit à tous de l'écouter attentivement. Pendant ce temps, Percival et les autres sont paralysés tandis qu'Arthur descend les marches. Il se présente en déclarant qu'il était le roi de Camelot, le royaume du sud détruit par le roi démon et les 7 péchés capitaux lors des événements de la guerre sainte. Tout le monde est captivé par sa voix et Anna souffre, car la voix du roi Arthur résonne directement dans son esprit. Le roi Arthur informe alors tous les citoyens de Lyon qu'ils font face à un problème similaire à celui qui est arrivé à Camelot. Il commence à manipuler les cœurs des gens en leur rappelant les blessures causées par les récentes guerres, telles que la guerre sainte il y a 3000 ans et celle d'il y a 16 ans. Cela fait pleurer les citoyens en se souvenant de leurs proches morts dans ces guerres. Anna est sous le choc alors que tout le monde est profondément ému par les paroles d'Arthur. Par exemple, l'homme derrière elle dit que sa sœur est morte en le protégeant des démons il y a 16 ans. Arthur dit qu'il est malheureusement impossible de faire revenir les morts et que les blessures du peuple resteront à jamais. Les gens commencent alors à se plaindre de ces paroles cruelles, affirmant qu'ils ont appris à vivre avec leurs souffrances. En réponse, le roi Arthur leur dit que s'ils viennent à Camelot, ils pourront retrouver tous les êtres chers morts lors des guerres et autres événements auxquels ils n'ont pas pu dire adieu. Dans une sorte de vision, il fait voir à chacun de leurs proches, et même Percival voit son grand-père. Arthur affirme que son objectif est le salut de l'humanité, car il se considère comme un messie, mais il ne compte forcer personne et leur demande de bien réfléchir à sa proposition. Pendant ce temps, il dit que les 7 péchés capitaux, les héros qui ont sauvé le royaume, sont une alliance de différentes races et qu'ils trahiront sûrement les humains. Mais soudain, quelqu'un attaque le roi Arthur. Arthur dit que cela devait être attendu de l'un des chevaliers prophétisés,
et encourage tout le monde à l'attaquer sans crainte. On découvre que c'est Tristan qui l'a attaqué, lui disant que ses mensonges le dégoûtent. Cependant, Arthur le sous-estime en disant qu'il n'est qu'un jeune garçon, et lance une attaque contre lui. Mais ensuite, quelqu'un de spécial contre-attaque. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit de Méliodas, qui dit à Arthur qu'il n'aurait jamais imaginé devoir l'affronter avec son épée de cette manière. Tout le monde est choqué de voir Méliodas se préparer à combattre Arthur. Ce dernier dit à Méliodas qu'il est désolé de devoir dire cela, mais qu'il a décidé d'éliminer toutes les races non humaines afin que les humains puissent atteindre une paix véritable. Il rappelle ensuite à Méliodas certaines paroles qu'il avait prononcées dans le passé, un homme ne doit jamais renier un serment qu'il a fait. Méliodas répond qu'il a aussi dit que, même si quelqu'un s'éloigne du bon chemin, comme dans le cas d'Arthur, les 7 péchés capitaux seront toujours à ses côtés. Alors, Méliodas crie à Arthur qu'il va le réveiller des émotions qui l'ont aveuglé. Arthur se moque de lui en disant qu'il est déjà éveillé et que c'est pourquoi il va l'affronter. Le seul rêve qui est un cauchemar, selon Arthur, est un monde où les humains coexistent avec d'autres races qui ne font que causer des ravages. Il va donc reconquérir ce monde uniquement pour les humains. Tristan dit à Méliodas d'arrêter ses absurdités et de ne pas combattre le roi Arthur, mais Méliodas l'ignore et attaque Arthur. Le combat est si intense que Méliodas commence à déchiqueter des montagnes avec ses attaques, même Percival est effrayé par cette puissance. Dreyfus crie à tout le monde de rester en dehors de la bataille, car Méliodas et Arthur sont trop puissants, et Andric dit qu'ils doivent partir, mais Isolde lui demande d'attendre, car elle ne veut pas laisser son maître Tristan se retrouver dans ce chaos. Tristan se prépare, déploie ses ailes et se jette dans la bataille, mais à son arrivée, Méliodas lui dit de ne pas interférer. Cependant, Tristan dit à son père de se taire. Le roi Arthur rétorque que Tristan est irrespectueux de parler ainsi à son père. D'un seul coup, Arthur brise les ailes de Tristan, ce qui énerve Méliodas, qui commence à libérer son pouvoir sombre, lançant une attaque épique. Lorsque l'attaque est terminée, Arthur admet que Méliodas est très puissant et que l'attaque sombre l'a blessé. Méliodas en profite pour donner un coup de pied à Arthur, l'envoyant s'écraser sur la surface de la ville. Percival se met en colère en voyant le roi Arthur et veut l'attaquer, mais Natien lui dit de se calmer, car il n'est pas de taille face au roi Arthur pour le moment. Pendant ce temps, Méliodas demande à son fils s'il est blessé, mais Tristan répond qu'il va continuer à se battre, et Méliodas lui dit qu'il ne le laissera pas faire. Cela pousse Tristan à piquer une crise, affirmant qu'il peut se battre seul, sans dépendre de la puissance de son père. Arthur se moque de Tristan en disant qu'il n'est qu'un enfant qui ne sait rien, et qu'il ne fait que faire perdre du temps à son père dans cette bataille, ce qui laisse Tristan très confus. Arthur dit ensuite à Méliodas que le royaume est en danger et qu'il ne devrait pas s'inquiéter de son fils. Méliodas rétorque en demandant comment il pourrait diriger un royaume sans se soucier de son propre fils. À cela, Arthur répond que s'il n'en est pas capable, il n'est pas apte à être roi, car un roi doit avoir à la fois de la détermination et la capacité d'exécution pour gouverner un pays et son peuple. Ils doivent se débarrasser de tout attachement émotionnel. Quelque chose affecte profondément Tristan, et Arthur dit à Méliodas qu'il devrait éradiquer tout attachement, même s'il s'agit de sa femme et de son fils. Mais Méliodas affirme qu'il ne pense pas de la même manière. Arthur dégaine son épée pendant que Méliodas tente d'arrêter la souffrance de son fils. Arthur dit à Méliodas qu'il va mourir en essayant de protéger son fils. Percival crie à Méliodas d'être prudent, et Arthur attaque Méliodas avec son épée, mais quelqu'un dit que l'attaque a échoué, et Arthur remarque que son épée est cassée. Quelque chose de fou arrive à Tristan, il s'écrase sur le sol de manière presque humiliante. Ce personnage, qui a brisé l'épée d'Arthur, dit que Tristan est agaçant, puis l'attaque, le laissant inconscient. Méliodas se précipite pour sauver son fils, le rattrapant. Tristan reprend connaissance et son père lui dit que c'est assez de bêtises. Gawain est impressionné que celui qui vient d'arriver ait vaincu Tristan en un seul coup, et Percival demande qui a appelé ce gars. Arthur demande au mystérieux personnage s'il est celui qui a résolu la situation si rapidement, mais il remarque qu'il s'agit de Lancelot, qui est également l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Pour ceux qui n'ont pas regardé toute la première saison, il était ce renard, ou quoi qu'il ait été, avant de reprendre sa forme humaine. Lancelot demande à Arthur s'il est bien le roi Arthur, et ce dernier lui répond s'il y a un problème avec ça. Gawain dit qu'il sait que Lancelot est puissant, mais que son adversaire est extrêmement fort. Lancelot dit à Méliodas de lui laisser cette bataille, et soudain, il brise le nez du roi Arthur sans même bouger, et lui assène un coup de poing plus rapide que Flash ne le ferait. Arthur essuie le sang, mais Lancelot apparaît derrière lui et lui donne un super coup de pied. Tout le monde est encore plus choqué que lorsque je suis allé aux toilettes sans tirer la chasse. Après avoir vu cela, Méliodas dit à Lancelot qu'il lui laisse la bataille. Lancelot est un peu surpris, car le roi Arthur a la capacité de restaurer son épée. Arthur demande à Lancelot s'il a fait quelque chose pour nourrir une rancune, mais sans attendre la réponse de Lancelot, Arthur attaque immédiatement, divisant un bâtiment en 2. Lancelot dit à Arthur que son épée semble intéressante. Arthur répond que peu importe combien de fois la lame se brise, elle renaîtra, et elle s'appelle l'épée du chaos divin. Lancelot demande alors au roi Arthur si ses dents repoussent également.
Lancelot frappe Arthur si vite qu'il lui casse les dents en une milliseconde. Tout le monde est terrifié par ce qui se passe, et le regard d'Arthur change alors qu'il dit à Lancelot que cette bataille sera très amusante. Lancelot remarque qu'Arthur peut régénérer n'importe quelle partie de son corps grâce au pouvoir du chaos qu'il détient en lui, mais il lui demande pourquoi son bras droit est toujours une prothèse, un bras qui avait été dévoré par un chat lors de la dernière guerre sainte. Arthur répond que ce n'est pas qu'il ne peut pas le régénérer, mais que cela lui sert de rappel du prix de la faiblesse. Lancelot rétorque qu'il espère que ce ne sera pas une excuse si Arthur perd, en disant que c'était à cause de sa prothèse. Arthur commence alors à attaquer Lancelot en disant que la jeunesse est ignorante, cruelle, et manque d'affection. Mais Lancelot le cloue immédiatement au sol et lui demande de quoi il parle. Tout le monde est stupéfait par ce qui se passe. Natien dit que Lancelot est en train de rivaliser, voire de surpasser, le roi Arthur en termes de puissance. Le prince Tristan reconnaît que les capacités de Lancelot dépassent largement les siennes et se rappelle qu'il y a 6 ans, Lancelot avait été enlevé dans le royaume de Benwick, mais 3 ans plus tard, il était revenu sain et sauf, avec des pouvoirs terrifiants. Tristan raconte que Lancelot n'a jamais voulu parler de ce qui lui était arrivé pendant son absence, mais son pouvoir rivalise désormais avec celui des 7 péchés capitaux. Lancelot attrape une des épées du roi Arthur, qui se lance à l'attaque, mais Lancelot réplique avec une attaque appelée la route étincelante, frappant Arthur durement et détruisant l'épée empruntée. Mais soudain, Arthur contre-attaque avec son pouvoir du chaos et dit à Lancelot qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre. Ce pouvoir sombre frappe également Méliodas, qui demande à Arthur si son pouvoir du chaos ne lui rappelle pas sa propre faiblesse. On voit alors que du bras droit d'Arthur, le pouvoir du chaos prend la forme de démons ou de monstres. Arthur explique que ces créatures ont pris le contrôle de son bras contre sa volonté. Méliodas regrette de ne pas avoir séparé Arthur du chaos il y a 16 ans. Cette puissance répugnante enveloppe maintenant toute la ville. Lancelot réapparaît, et Arthur lui demande s'il comprend la différence de niveau de puissance entre eux, mais Lancelot répond qu'Arthur ne sait rien de lui non plus. Soudain, Lancelot entre en mode ultra-instinct, et tout le monde est émerveillé par la pression magique qu'il exerce. Les monstres du chaos fuient sous l'effet de cette pression. Tristan crie à Lancelot que lui seul peut vaincre Arthur. Pendant ce temps, les citoyens sont terrifiés par quelque chose qui apparaît dans le ciel, un immense vaisseau volant. Dreyfus et Hendrik réalisent que ce sont les chevaliers du chaos de Camelot, et même le père de Percival est parmi eux. Les chevaliers du chaos demandent à leur roi, Arthur, d'arrêter de jouer et de retourner avec eux, car une confrontation complète n'est pas conseillée pour le moment. Arthur, avec ses sens ultra développés, ressent que 4 des 7 péchés capitaux sont prêts à l'attaquer depuis 3 endroits différents à des milliers de kilomètres. Les citoyens, ne pensant qu'à leur propre bien-être, demandent à Arthur de les emmener avec lui à Camelot. Anna leur rappelle qu'Arthur est celui qui a détruit leur pays. Arthur continue de parler télépathiquement avec ses chevaliers et leur dit qu'il va les rejoindre. Mais soudain, Lancelot transperce la poitrine d'Arthur. Ironside dit aux autres chevaliers de ne pas s'inquiéter et de poursuivre leur plan de retour, tandis qu'Arthur, souriant, fait ses adieux à Méliodas. Arthur disparaît du champ de bataille, disant à Lancelot qu'il sait qu'ils sont les 4 chevaliers de l'Apocalypse et qu'il les éliminera un par un. Le soleil se couche, et tout le monde commence à se remettre de ce qui vient de se passer. Plus tard, nos héros se trouvent dans la chambre des invités du palais. Percival, sautant sur le lit, dit à tout le monde qu'il y a un bain au sous-sol et qu'il veut que tout le monde se baigne ensemble. Anna refuse catégoriquement de se baigner avec lui. Les garçons demandent à Anna si quelque chose ne va pas, car elle semble tendue. Elle leur explique que les chevaliers ont risqué leur vie pour protéger la ville, mais que les habitants sont si ingrats qu'ils voulaient partir avec Arthur. Percival dit qu'il comprend ce qu'elle ressent, mais qu'il comprend aussi les sentiments des gens, car il ne sait pas si c'est vrai qu'à Camelot on peut voir ses proches décédés, mais il a vu son grand-père dans une vision. Cela laisse Anna sans voix. Percival est frustré, car tout le monde est fort sauf lui, et il se dit que le roi Arthur et Méliodas sont incomparables. Anna lui demande s'il a rencontré Méliodas, et il répond que oui, mais elle ne le croit pas. Ensuite, ils vont tous se baigner ensemble. Plus tard dans la nuit, Lancelot pense inviter tout le monde à dîner, mais ils sont déjà tous endormis. Comme Percival et ses amis dorment, Lancelot reste éveillé toute la nuit et va voir les vies perdues dans cette guerre. On voit le corps de l'un des commandements. Lancelot reste très sérieux face à la situation, mais soudain, une fille apparaît et lui dit qu'au total, 2 chevaliers sacrés, 3 géants, 7 fées et 1 prisonnier sont morts. Elle se jette là où se trouvent les corps, disant que ce sont peu de pertes, compte tenu du fait qu'ils ont affronté le roi Arthur et 2 commandements, en faisant référence à Mélagalan et Melascula. Elle ajoute ensuite que les commandements ont été manipulés par le roi Arthur et que c'est impressionnant qu'ils aient subi une autre défaite, malgré leur puissance. Lancelot lui demande si elle prie pour le bien-être de ces gens et dit qu'il ne s'attendait pas à moins de sa part, mentionnant qu'elle était Ti. Elle répond à Lancelot qu'elle ne prie pas pour les commandements, mais qu'elle éprouve de la compassion pour eux. Elle lui dit qu'elle est déçue de lui parce qu'il a laissé le meurtrier s'échapper et a permis que le prisonnier soit tué, disant que c'était une énorme erreur. Ces mots dérangent un peu Lancelot. Elle lui dit qu'il n'a aucune idée de l'impact que cela a sur les gens, mais il réplique qu'elle ne comprend pas ses sentiments,
la traitant de vieille bique. À la fin, elle lui dit que lire les pensées et comprendre les sentiments sont deux choses différentes, et lui conseille de prendre un peu d'air frais de nuit pour lui éclaircir les idées, en l'appelant un gamin avant de partir. En regardant la lune, Lancelot se souvient d'une femme qui lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle ne savait pas ce qui arriverait si ses sentiments pour lui devenaient publics, ce qui pourrait l'empêcher de rester à ses côtés. Ces souvenirs éveillent fortement les sentiments de Lancelot, et il se rappelle être plus jeune, embrassant cette fille qui lui avait dit qu'elle lui appartenait. Ces souvenirs font sourire Lancelot, en disant que cette fille était très étrange et qu'elle avait l'habitude de lui dire qu'elle l'aimait parce qu'elle était sa fan et avait entendu beaucoup de choses sur lui. Pendant ce temps, ailleurs, le fils de Méliodas s'entraîne toute la nuit. Il se plaint que son père le traite toujours comme un enfant, empestant à ce sujet. Pendant ce temps, Gawain pleure en se souvenant des paroles que son frère aîné lui disait. Enfin, l'aube arrive, et nos héros semblent avoir été invités à rencontrer le roi Méliodas. Anna est inquiète parce qu'elle ne pensait jamais rencontrer Méliodas, tandis que Percival dit qu'il a encore sommeil. Plus tard, il se trouve devant la salle d'audience, et le chevalier gardien dit à Percival de s'adresser au roi Méliodas avec respect et de l'appeler roi Méliodas. Les portes s'ouvrent, et à l'intérieur de la salle, il trouve la reine Élisabeth et Téti. Élisabeth les accueille chaleureusement, et Téti leur dit qu'elle est la reine Élisabeth. Percival dit qu'elle est belle, tandis qu'Anna dit qu'elle a déjà vu son visage quelque part. Il réalise alors qu'elle est la mère du prince Tristan. Élisabeth est vraiment éblouissante, et elle les remercie d'avoir combattu pour le royaume la veille. Le naïf Donny flirte pratiquement avec elle. Anna demande si le roi Méliodas n'est pas présent, et Méliodas apparaît, souriant joyeusement à tout le monde. Anna demande qui est ce garçon, et Percival lui dit que c'est Méliodas. Elle dit que ce n'est pas possible, que le roi Méliodas ne peut pas être ce petit gars. Natien dit qu'il s'agit peut-être du frère de Tristan, et la reine Élisabeth confirme qu'il s'agit du roi Méliodas, son mari. Méliodas leur dit que Tristan est leur fils. Anna ne comprend rien, car l'image qu'elle avait du roi Méliodas était différente, et elle est très triste, car son idéal de Méliodas a été brisé. Méliodas leur dit de passer au sujet suivant, disant qu'il a entendu de Lancelot qu'ils ont travaillé dur en tant qu'équipe, remerciant Anna, Donny et Natien d'avoir aidé Percival à arriver à Lyonesse. Percival dit que oui, c'était grâce à eux, mais lorsqu'ils se tournent pour les regarder, ils ont des visages tristes. Percival demande ce qui ne va pas, et le roi Méliodas lui dit de le laisser dire quelque chose de cruel. Il leur demande s'ils sont prêts à dire au revoir, ce à quoi Percival demande ce que cela signifie. Anna dit que c'est la triste réalité, et Natien dit qu'au fond de lui, il le savait déjà. Percival demande de quoi il parle. Anna dit à Percival qu'il est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse de la prophétie, mais malheureusement, ils ne le sont pas encore. Natien ajoute qu'ils ne sont même pas des chevaliers sacrés, et Donny précise que si Percival continue avec eux, cela ne fera que retarder son chemin. Percival commence à pleurer en demandant de quoi il parle. Anna lui dit qu'il devrait comprendre. Il répond qu'il n'a même pas pu aider lors de la bataille d'hier, donc ce qu'ils lui disent n'est qu'une excuse. Il commence à demander à chacun d'eux s'ils sont de vrais amis. Donny lui crie de ne pas être un pleurnichard et le frappe au sol, lui disant qu'il est celui qui doit sauver ce monde désormais. Il lui dit qu'ils sont bien sûr ses amis, que c'était une question stupide. Natien, en pleurant, dit qu'il voulait aussi voyager avec lui. Anna lui dit qu'un jour elle deviendra chevalier sacré et qu'ils pourront se battre ensemble, lui demandant de l'attendre jusqu'à ce grand jour. Percival pleure en tenant la main d'Anna, et ils pleurent tous avec lui. Méliodas leur dit qu'il pense qu'ils comprennent mal la situation. Anna lui crie de lui dire ce qu'ils pourraient mal comprendre. Élisabeth apporte une épée à Méliodas, et il la dégaine, demandant à Natien, Donny et Anna de s'approcher de lui et de s'agenouiller. En s'approchant d'eux, il leur dit de ne pas bouger, plaçant l'épée à côté d'Anna. Il dit qu'en tant que roi de Lyonesse, il nomme Anna chevalier sacré. Il nomme également Donny chevalier sacré, et enfin, il nomme Natien chevalier sacré. Puis, il dit à Percival que c'est son tour et le nomme chevalier sacré des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il lui sourit avec un regard ferme alors que Percival pleure. Méliodas ordonne à Anna et aux autres d'aider Percival, ce à quoi Anna répond qu'il parlait d'un adieu il y a un instant. Méliodas leur dit que c'est un adieu à une vie normale jusqu'à la fin de cette guerre. Il leur explique que le destin du monde est maintenant entre les mains d'enfants comme eux, ce qu'ils regrettent, mais pour protéger Britannia, il a besoin de leur aide. Ils acceptent tous et forment une nouvelle équipe appelée l'équipe Percival. Méliodas dit ensuite aux enfants qu'il va les emmener à la salle des opérations. Il ouvre la porte où les autres chevaliers sacrés sont rassemblés. Ils se plaignent que l'équipe Percival est encore en pyjama. Tristan leur demande s'ils ont bien dormi. Lancelot dit à Percival de s'asseoir à côté de lui, et la première chose que Percival demande est si tout le monde a pris le petit déjeuner. Méliodas dit que tout le monde est déjà rassemblé, mais Percival remarque que Gawain manque à l'appel. Cependant, elle apparaît, et la femme qui la porte, Isolde, demande si Gawain fait vraiment partie des cavaliers de l'Apocalypse. Un chevalier nommé Chion dit à Gawain que les enfants ne devraient pas être à cette réunion, alors elle enflamme ses cheveux. Soudain, le feu dans les cheveux de Chion disparaît et Téti apparaît à côté de Méliodas, disant à tout le monde d'arrêter de faire tout ce bruit si tôt le matin.
Méliodas présente Théti en disant qu'elle possède les plus grandes capacités magiques du royaume et qu'elle est la mage exclusive d'Élisabeth. Théti demande à Méliodas de commencer déjà, s'il vous plaît. Donnie n'en revient pas de la manière dont elle parle au roi. Méliodas commence par remercier les cavaliers de l'Apocalypse qui détruiront le monde d'être venus. Percival lui dit qu'ils ne détruiront pas le monde, mais Méliodas dit que le monde qu'ils détruiront est celui créé par le roi Arthur, c'est-à-dire Camelot. Natien est excité, car cela signifie que Percival et les autres sauveront Britannia. Méliodas leur dit donc qu'ils sont l'espoir de Britannia. Anna dit qu'elle ne comprend pas, car Camelot était censé avoir été détruite il y a 16 ans. Théti confirme que l'ancien Camelot n'existe plus, mais que le roi Arthur, en utilisant le pouvoir des ténèbres, a créé un nouveau Camelot dans une dimension différente, en dehors de ce monde. Cependant, pour continuer à construire cette cité, il semble que le roi Arthur doive payer un certain prix. Le naïf Percival ne comprend rien, alors Théti les téléporte pour leur montrer où se trouvait Camelot et ce qu'elle est devenue maintenant. Méliodas explique que c'est la raison pour laquelle Arthur se bat contre eux. Théti dit que dans cette montagne, il y a des gisements de minéraux riches et qu'il y a des endroits où même le temps peut être déformé. Percival demande alors à Méliodas comment il sait tout cela, et Méliodas répond que cela provient d'une source fiable. Tristan demande ensuite à son père quelle est cette source, mais Méliodas ignore son fils et dit à Percival que son grand-père est le loyal chevalier sacré Varasi, qui servait autrefois le roi Arthur. Cela choque tout le monde car cela signifie que le grand-père de Percival était la source des informations. Shion demande alors à Méliodas comment il pouvait faire confiance à un chevalier du camp ennemi. Méliodas répond qu'il a fait confiance, qu'il fait confiance et qu'il continuera à faire confiance à ce chevalier jusqu'à la fin. Percival demande à Méliodas quand tout cela a commencé, et Méliodas explique que cela a débuté à la fin de la guerre sainte. À ce moment-là, le grand-père de Percival était chassé comme un traître par les autres chevaliers, alors il a cherché l'aide de Méliodas en tenant un bébé dans ses bras. Ce bébé était Percival. Comme symbole de leur amitié, Méliodas lui a donné la médaille d'Ouroboro. Méliodas révèle à Percival qu'il avait même proposé de l'adopter, mais son grand-père a insisté pour qu'il prenne soin de Percival, même si cela lui coûtait la vie. Et d'après ce que Méliodas peut voir, son grand-père a tenu cette promesse, ce qui fait pleurer Percival. Percival dit alors à Méliodas qu'ils doivent absolument vaincre le roi Arthur. Cependant, Théti leur dit que le chemin vers le Camelot de l'autre dimension est scellé. Théti révèle également que l'agent du chaos, celui responsable de la mort, était autrefois un chevalier sacré nommé Jéricho. Jéricho a réalisé qu'elle ne pouvait pas annuler le sort de restriction placé par Théti, alors elle a tué le prisonnier avant de partir. Méliodas explique ensuite que tout est lié, car les soldats d'Arthur portent une marque remplie du pouvoir sombre d'Arthur, ce qui leur permet d'ouvrir les portes connectant les dimensions. Cela signifie que, comme aucun de ces soldats ne se trouve actuellement sur cette planète, ils ne peuvent pas accéder au Camelot dans l'autre dimension. Le roi ajoute que, bien qu'il puisse s'y rendre, il ne peut pas y entrer parce qu'il appartient à la race des démons, ce qui surprend tout le monde. Percival demande pourquoi les démons ne peuvent pas entrer, et Théti explique que Camelot est protégé par un puissant sceau qui ne permet qu'aux humains de passer. C'est pourquoi la mission ne peut être accomplie que par les chevaliers prophétisés. Tristan conclut qu'ils ne peuvent rien faire d'autre pour l'instant que d'attendre que d'autres chevaliers du roi Arthur arrivent pour qu'ils puissent entrer. Tout le monde continue de discuter de la situation, tandis que Percival est excité à l'idée d'une nouvelle aventure. Méliodas rit et dit qu'il semble en effet que Percival peut vraiment apporter de l'espoir à ce monde.